Merci de regarder ces foot, mesdames et messieurs, chers amis foot, fans de foot. Vous avez bien fait de choisir notre canal pour vous informer et rester à la une de ce qui meuble justement l'information du foot autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition organisée au Cameroun. Le coup d'envoi a d'ailleurs été donné de façon triomphale du côté du stade Olympia, présent du chef de l'État Paul Biya et de quelques hautes personnalités, à l'instar du président de la Fédération, de la Confédération africaine de football et celui de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Là, ne nous surprend pas, on s'y attendait à cette belle brochette de personnalités. Mais alors, la question à vous poser, est-ce que vous vous êtes senti conquis par l'organisation du Cameroun en termes de ce qui a été présenté comme façade de coup d'envoi? Et puis, on va se poser une autre question, c'est justement celle des Lions indomptables. Ils ont débuté par une courte victoire sur le Burkina Faso en match d'ouverture de cette 33e édition. Nous aurons ici en exclusivité, c'est foot, c'est une exclusivité inédite, quelques interviews des joueurs qui se sont exprimés chez notre envoyé spécial. Nous allons nous poser justement la question tout au long de cette émission de savoir, Vincent Aboubakar, l'homme du doublé de cette rencontre inaugurale, est-il désormais considéré comme l'homme fort du 11 national, et en se donnant tout le moins la grande interrogation sur la capacité
de notre défense qui s'est montré un tout petit peu, faible devant cette équipe de Burkina Faso. Et dans l'autre rencontre du groupe A, nous avons vu la très belle victoire, on va dire une victoire à la césarienne du Cap-Vert, c'était face à l'Éthiopie. Nous allons mettre le cap du côté du Bafoussam pour revenir sur ce top match entre le Sénégal et le Ghana. Nous aurons le point avec notre envoyé spécial, Alain Denis Ikoul, qui nous donnera bien évidemment le minute par minute de ce qui s'est vécu de ce côté. Alors, on ne va pas passer au mystère de cette rencontre en se replongeant, mais plutôt passer sans répit à notre invité, notre consultant maison, M. Baudelaire Ngueni. Merci de répondre à l'invitation. On vous voit tout souriant, c'est-à-dire que la canne est sucrée de votre côté aussi. Je pense, Ludovic, bonsoir tout d'abord et bonsoir à nos nombreux internautes qui nous suivent à partir bien sûr des différentes plateformes. Il faut dire qu'il n'y a pas de raison pour que cette Coupe d'Afrique des Nations ne soit pas sucrée. Nous avons eu un aperçu de ce que le Cameroun fait vivre à toutes ces délégations du côté de Yaoundé avec cette magnifique cérémonie d'ouverture, la prestation culturelle, les différentes aires géographiques du Cameroun qui ont été revues entièrement, l'animation en 3D avec le lion, pour ceux qui avaient la possibilité de voir les images à partir de la télévision, ce lion-là qui pavanait au-dessus de la magnifique, somptueuse pelouse du stade Olembe de Yaoundé. Donc je pense que sur ce qu'on a vu du côté de Yaoundé, il y a de fortes raisons qui nous poussent à croire que cette compétition sera l'une des plus belles jamais organisées. Je me plais souvent à dire que ça sera certainement la Coupe du Monde de la Coupe d'Afrique des Nations que nous vivons ici au Cameroun. Au-delà de tous ces éléments, entrant bien sûr dans le plan organisationnel, il y a surtout ce discours revigorant du président de la Confédération africaine de football. Tu le relevais d'ailleurs dans tes propos préliminaires. On l'a senti dans son élément, hein, le président ACAF. Il n'a pas lu un discours, ça lui venait du fond du cœur, ce qu'il disait. C'est rare en tout cas. Parce que quand on regarde son attitude, il avait préparé un speech, mais quand il est arrivé là, mais il a senti que le public était acquis à sa cause. Il a fait ce qu'on appelle généralement dans le jargon le storytelling, c'est-à-dire qu'il se base sur des sentiments pour exprimer ce qu'il ressent étant en terre camerounaise. Ça montre à suffisance que clairement nous sommes loin des spéculations qui ont émaillé l'organisation de cette compétition. Nous sommes très loin des affabulations juste avant le coup d'envoi qui prêtaient à un éventuel report ou à une éventuelle annulation de cette compétition. La preuve, derrière nous avons eu un match d'ouverture, nous avons eu plusieurs autres éléments. Je pense que le conducteur, nous allons d'ailleurs revenir sur tout ce qui s'est passé du côté de Yaoundé, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, nous avons vécu de très très belles choses et forcément, il y a des raisons de rester optimiste quant à notre organisation et quant bien sûr à la capacité du Cameroun à répondre présent dans les grands événements sportifs. Et quand vous parlez d'organisation, on ne peut pas se omettre de dire que le public, qu'on attendait 48 000 personnes, c'était là le quota donné par la Confédération africaine pour permettre aux gens de vivre ce match. On n'a peut-être pas atteint les 48 000 personnes, mais on a vu une véritable ferveur accompagner cette rencontre inaugurale et aussi un mot de votre part sur ce qui est jusqu'ici appelé comme le protocole, c'est-à-dire le côté purement festif, la parade culturelle, voilà l'expression qui est là, qui a émaillé l'entame de cette rencontre. Ce qui est intéressant de dire, Ludovic, c'est que j'ai été conquis. Pourquoi? Parce que à Yaoundé, à 9h du matin, il fallait voir les abords du stade Olembe. Il fallait voir les abords du stade Olembe, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression que... Ils sont réticents, les Camerounais. À 9h, il y avait des foules interminables à l'entrée du stade. À 8h du matin. C'est fantastique, c'est formidable.
en plus par bien sûr la compétition. Et bien sûr, il y aura toujours un débat sur les 80% quand les Cameroun jouent, la capacité globale du stade qui devait être remplie. Mais je peux vous assurer que l'ambiance était électrique du côté de Yaoundé. C'est vrai qu'on était dans le pur respect de la jauge prescrite par la Confédération africaine de football, c'est-à-dire les 40%, les 80% quand le Cameroun joue. Mais quand tu étais à l'intérieur, j'ai eu des retours, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de me déplacer, mais les retours qu'on a eu des confrères du côté de Yaoundé, ben, c'était extraordinaire. L'ambiance, la présence du président de la République au stade, la présence de l'épouse du président de la République au stade, ben, c'était fantastique, c'était formidable. À chaque fois qu'il y avait un élément fort, ben, derrière, il y avait toujours cet engouement-là, cette détermination, cet enthousiasme de la part des supporters des Lions de Notable d'aller au bout et de vivre à fond cette compétition. Donc c'est fantastique, c'est magnifique parce que je fais partie de ceux qui étaient sceptiques quant à la mobilisation autour, parce que je trouvais que le protocole Covid était un tout petit peu rugueux, dur, difficile, parce que obliger les Camerounais à se vacciner, je trouvais que ça allait décourager certains, et beaucoup allaient militer pour regarder les matchs à la maison. Mais ce que j'ai vu hier du côté de Yaoundé, ben, j'ai été agréablement surpris, et franchement, je ne doute pas. On va pas remettre la polémique. Là, Fally Poupa, on a ici quelques images de notre prestation, hein, c'est du direct, on va faire vivre l'émission à nos internautes. Vous avez Fally Poupa, on ne va pas faire revivre la polémique. Certains ont estimé qu'il dépasse sa place. On a des artistes, on a des icônes artistes au Cameroun, petit pays en l'occurrence, d'autres. Mettre là à la place. Comment est-ce que vous avez perçu pour vous? C'est un faux débat, Ludovic. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nana Lina Yomingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongalanga, mon bébé. Zongalanga, amour, le regard de toute l'Afrique, du monde entier, Fally Poupa, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Certes, on me dira la RDC n'est pas qualifiée, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations, pas la Coupe du Cameroun. Donc il faut à un moment donné arrêter ces histoires-là, ne pas forcément en faire une polémique, parce que c'est un faux débat qu'on fait autour de la présence de cet artiste. Et maintenant, côté notoriété, côté popularité, ben, vous savez ce que ça représente avoir un Fally Poupa à l'ouverture de votre événement, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme, carrément. C'est quelque chose qui se vise. Le voir prester, c'est magique. Avec toute cette chorégraphie qui a été organisée autour, c'était magnifique, c'était fantastique. Même si on pourra toujours dire, peut-être qu'on aurait souhaité que le plaisir soit plus long, parce qu'il a presté en 5 minutes, il est reparti. Donc on aurait souhaité que ça se prolonge, mais néanmoins, on n'est pas déçu de sa présence et bien sûr de l'animation qu'il a pu faire autour de cette messieurs, on va souffler un peu. J'ai eu à prendre votre avis sur l'organisation de cette compétition. On va prendre l'avis de quelqu'un d'autre, une personnalité, Grégoire Ona, qui s'est donc exprimé au micro de CFoot. Il donne son avis sur l'organisation de cette 33e édition Made in Cameroun. Écoutons, regardons. C'est à mon humble avis, ça a été une très belle cérémonie qui rend hommage d'abord à l'Afrique et qui permet aux Camerounais de rendre hommage au président Biya pour ce qu'il a fait pour la jeunesse. Et j'espère que la jeunesse va prendre ses responsabilités pour bien protéger tout ce patrimoine. À mon avis, la cérémonie était très belle et nous avons passé de très très bons moments. Le match aussi était très beau, malgré les quelques moments de frayeur qu'il y a eu pour les Camerounais. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Allez, une appréciation, Grégoire Ona, qui se dit, tout comme vous, satisfait de l'organisation sur ce plan, réussite totale, 10 sur 10 pour lui. Oui, je pense que pour une fois, pour l'une des rares fois, parce que bien avant, il y avait eu d'abord le test grandeur nature avec l'organisation de la Coupe d'Afrique féminine en 2016. Il y a eu le Chan en début d'année 2021. Et là, clairement, sur ce qu'on a pu voir, je pense que j'ai regardé le match en groupe avec bien sûr plusieurs jeunes qui me disaient...
pour l'une des rares fois, je suis fier d'être Camerounais. C'est-à-dire que par l'image qu'on dégage, par l'image qu'on présente au monde entier, ils sont là, ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de voir ce qu'on peut faire en si peu de temps pour mettre en place une chorégraphie qui puisse bien sûr allier toutes les aires géographiques du Cameroun. Ils sont fiers de savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun dispose de certaines infrastructures sportives capables d'organiser des événements mondiaux tels les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football. Bref, ils sont fiers de voir que pour une fois au Cameroun, quand on décide vraiment d'être sérieux dans ce qu'on fait, on est capable de faire de très bonnes choses. Donc, j'étais en groupe et franchement, à chaque fois que je voyais une parade, intérieurement, j'étais content. Et quand j'en parle aujourd'hui, c'est forcément avec beaucoup d'émotion. Je regarde la caméra, je dis, mais c'est fantastique, absolument incroyable ce qu'on vit ici. Et sur le terrain, je pense qu'on a également été servi. Allez, on le sent, on va justement passer à un autre point. On a parlé de l'organisation. Je voudrais qu'on entre dans le match, ça vous va? Oui. Allez, les Lions d'Octave donc qui ont débuté cette compétition par cette très belle entame. C'était face au Burkina Faso. Les Lions qui débutent par une victoire de 2-1, 2 pénaltys marqués par Vincent Boubacar. Pour vous, c'est un début timide, c'est un début qui laisse, entre guillemets, à désirer. Parce que d'aucuns, ça compte que gagner, c'est vrai, mais par pénalty, c'est pas convaincant. Non, ben le pénalty, c'est le but. Le pénalty compte. Si vous me dites que gagner, il y a une façon de gagner avec pénalty, une façon de gagner sans pénalty, je vous dirais non. Il y a une façon simple de gagner le match. Celui qui marque plus de buts gagne. Ça peut arriver sur pénalty. Il y a eu des rencontres où des équipes ont obtenu 4 pénaltys dans le match et ont marqué. Donc, ce qui s'est passé du côté de Yaoundé, je pense que c'est un faux débat qu'on fait autour de ces pénaltys-là. Clairement, quand on regarde les actions de jeu qui conduisent au pénalty, ben, clairement, il y a faute. Si le VAR revient et valide, clairement, il y a des actions litigieuses qui n'ont pas échappé au central de rencontre. Maintenant, pour revenir globalement sur la prestation en elle-même, je dirais, pour une entrée, c'est timoré, c'est-à-dire c'est laborieux. C'est-à-dire, on a vu une équipe qui a bien démarré, mais un tout petit peu submergée par la pression, c'est-à-dire les attentes du public, parce qu'elle ne savait pas du tout comment le public de Yaoundé allait réagir sur ses premières minutes de jeu. Mais par la suite, l'équipe a voulu relever la tête, même s'il y a eu ce but sur mauvaise appréciation d'André Odana. Mais derrière, ce qu'il faut louer, c'est que malgré cette ouverture du score burkinabé, signée d'ailleurs par Gustavo Sankaré, l'équipe du Cameroun a réussi à avoir les ressources mentales et physiques pour revenir dans le match. Nous sommes partis sur un 3-5-2, pas forcément à mon goût, parce que je trouve que l'équipe a été en difficulté dans ce système de jeu avec 3 défenseurs centraux, Noho Tolo, Jérôme Onguel et Michael Gadou. On les sentait un tout petit peu timorés, pas de complémentarité dans cette attaque, dans cette défense à 3, parce que Faye Collins était dans un rôle assez inhabituel, piston droit, Mouminga Maleu, piston gauche. Donc on sentait que c'était des rôles bien assez inhabituels pour eux, parce que Mouminga Maleu était en difficulté. Je ne sais pas si vous avez fait la même lecture que moi. Sur les coups de pied arrêtés, on ne le sentait pas, l'attaquant des Young Boys. Dans cette rencontre, il était timoré, il était effacé. Et Faye Collins, de l'autre côté, il était un tout petit peu difficile pour lui d'apporter cet apport offensif-là qu'on souhaite de lui et de pouvoir rapidement se replacer défensivement quand l'équipe est en situation défensive. Donc c'était compliqué pour l'équipe du Cameroun d'évoluer dans ce système de 3-5-2. Par la suite, l'entraîneur l'a compris, donc il est revenu à son 4-3-3 habituel, ce qui a permis à certains joueurs de se mouvoir comme Noho Tolo qui pouvaient maintenant pleinement s'épanouir sur son côté gauche. Faire des débordements, servir des caviars. Voilà, justement, faire des débordements, servir et aller provoquer. Parce que le deuxième pénalty de Vincent Boubacar, c'est lui qui, de par enclenche l'action, de par sa vitesse, de par sa rapidité, réussit à avaler le couloir gauche pour aller provoquer ce pénalty. Donc je pense qu'à partir du moment où on a réussi à revenir sur notre système de jeu habituel, ici le 4-3-3, on a mis clairement en difficulté cette équipe du Burkina Faso. Donc pour un départ, c'est certes laborieux, mais le résultat c'est le plus important, parce que ce n'est pas toujours évident. Les premières rencontres, les premières sorties, surtout lorsque vous êtes pays organisateur, on jouait quand même le Burkina Faso. C'est pas n'importe quelle équipe. Le Burkina Faso, c'est une équipe qui a réussi à mettre en difficulté l'Algérie durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso a accroché l'Algérie du côté de Ouagadougou, c'était sur le score de 2 buts partout, et du côté d'Alger au retour, c'était le score de 2 buts partout. Donc vous sentez clairement que c'est une équipe qui, sur le plan physique, qui sur le plan tactique, était présente
à du répondant, même privé de certains de ces cadres pour cette rencontre. Parce qu'on a vu quand même l'absence de l'entraîneur principal, Kamou Malo, qui n'était pas là, qui était touché par le Covid-19. Il y avait Tapsoba, le défenseur, qui n'était pas là. Donc on sentait que l'équipe était privée de certains cadres. Mais vous avez vu le rendu. Ludovic, il était absolument formidable. Sur le terrain, avec Bertrand Traoré en chef d'orchestre, avec Fessal Tapsoba, avec bien sûr Soufa Dao, je parlerai de Blati Touré. Tout le monde était là pour faire son boulot. Ils ont fait le job. Derrière, ils n'ont peut-être pas eu la chance parce que des pénaltys arrivent sur des erreurs individuelles et Bertrand Traoré, il en a fait hier. C'est comme ça, ce sont des matchs qui ne sont pas toujours évidents à disputer, surtout face aux pays organisateurs. Le Burkina Faso s'est joué de malchance. Pourquoi? Parce que sur les dernières sorties du Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, du moins sur les premières rencontres qu'ils ont eu à disputer sur les 3 dernières éditions à laquelle ils ont participé, vous verrez qu'à chaque fois, ils sont tombés dans la poule du pays organisateur. Et quand vous tombez dans la poule du pays organisateur, c'est pas toujours très agréable d'aborder ce genre de rencontre. Ouais, j'ai une confidence faite par un entraîneur qui disait que le Burkina avait toutes les qualités et les chances de chercher cette deuxième place. C'est comme pour vous dire que quand vous jouez contre le pays organisateur, forcément, à 80%, il se doit de se qualifier et que la deuxième place se cherche entre le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie. Oui, forcément, sur le contenu qui a été proposé hier par, du moins durant la cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique par le Burkina Faso, il y a des raisons de croire. Il y a des raisons de croire, surtout que l'équipe va retrouver ses cadres, l'équipe va reprendre l'entraîneur principal. Donc, moi, je ne doute pas un seul instant. Maintenant, tout dépendra de la façon dont ils vont devoir aborder cette rencontre, mais rapidement effacer cette défaite et se remettre au travail. Question, bien sûr, de mieux aborder les prochaines sorties. Après ce match, Cameroun-Burkina Faso, gagné par les Lions indomptables du Cameroun, il y a des joueurs qui ont accepté volontairement de s'approcher au micro de CFoot et de s'exprimer, le cas tapant de Onguélé. On va revenir après pour en parler encore un instant. Regardons et suivons Onguélé. Content parce qu'aujourd'hui on rentre avec un bon résultat. Il fallait à tout prix gagner aujourd'hui car on sait qu'il y a des millions et des millions de Camerounais qui comptaient sur nous, qui voulaient cette victoire. On l'a et c'est chose faite et tout le monde est satisfait. On n'a pas douté, on savait forcément qu'il fallait, si on ne mettait pas ce premier but, au bout d'un moment ils allaient peut-être la mettre et ils l'ont mis sur un coup de pied arrêté. Et voilà, on n'a pas baissé les bras, on a réussi à relever la tête et rebondir tout de suite après. Et on est content. L'ambiance, écoutez, l'ambiance elle est très bien, on le voit et tout. Pendant les entraînements, à l'hôtel, le groupe vit bien, on est tous bien ensemble et tout, c'est une grande famille. Le prochain match, on va penser au prochain match demain. Pour l'instant, on va savourer la première victoire et demain, on va se remettre au niveau. Satisfait, lui également. Il convient que cette victoire est méritée, mais ça a été très dur et il fallait s'y accrocher, peu importe la manière. Il est dans votre regard, il fallait approcher les 3 points. Effectivement, Ludovic, peu importe la manière, peu importe la façon dont on gagne ce genre de match, le plus important, l'essentiel, ce sont les 3 points. Parce que l'équipe du Cameroun, avant de disputer ces rencontres, n'a livré aucune rencontre amicale. C'est-à-dire qu'il y avait des démarches qui ont été faites pour que la sélection nationale du Cameroun dispute certaines rencontres amicales, malheureusement qui ont été annulées. D'en face, on avait le Burkina Faso qui en a livré 2, dont une face à la Mauritanie et une autre face au Gabon, remportée par les étalons. Donc, le Cameroun, côté physique, c'était pas trop ça et on l'a clairement ressenti sur cette rencontre. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, cette victoire était impérative et elle est importante parce que sur le plan comptable, elle place le Cameroun en tête de ce groupe, assuré peut-être par le Cap-Vert. Ça c'est bien de le relever et c'est jamais évident pour les pays organisateurs d'entrer dans ce genre de compétition et de disputer ce genre de match devant leur public. Donc côté purement comptable, c'était une très bonne opération. Maintenant, il va falloir voir la façon dont, avec laquelle bien sûr on va devoir aborder les prochaines sorties, mais ce qui est important c'est que la victoire nous donne le plan de confiance et nous place dans de très très bonnes dispositions parce que là nous ne sommes qu'à une victoire de la qualification pour les 8e de finale et je ne doute pas un seul instant qu'on puisse se qualifier dès jeudi prochain face à l'Éthiopie. Donc clairement sur le plan comptable c'est une bonne opération. Maintenant sur le plan du contenu on pourra toujours remettre en cause peut-être
l'artisme de certains joueurs, comme je dirais au milieu de terrain, peut-être Franck Zamboanguissa, qui à mon goût n'était pas trop dans son élément, parce que en tant que dépositaire du jeu de l'équipe nationale du Cameroun, c'est quand même la tête de gondole. C'est lui qui doit à chaque fois porter le jeu du Cameroun à l'offensive. C'est lui qui doit être là pour les dernières et tout. Kaltoko Ikambi, qui à mon goût n'a pas été très dans son élément. Il y a également Moumine Gabaleux qui n'était pas trop dans son match. Sur le plan du contenu, peut-être quelques exceptions prêtes comme je vais dire Samuel Umguet, qui pour moi aujourd'hui a clairement été l'un des rares à avoir livré une prestation acceptable. Sur le plan du contenu, c'était pas trop ça, mais ce sont des choses qu'on travaille au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition. Donc je pense que l'entraîneur a pu tirer les leçons de cette première sortie, et forcément les séances d'entraînement qui vont suivre, il va forcément travailler sur le point négatif afin de voir comment les améliorer, comment changer certaines choses, certains détails pour, n'est-ce pas, mieux aborder les prochaines sorties. Mieux aborder les prochaines sorties. Après cette interview de Jérôme Onguené, nous allons prendre la deuxième interview, c'est celle de Zambo. On entend dire qu'il est Rambo. Là, il s'appelle Zambo Anguissa. Il a été auteur d'un match. Je ne sais pas s'il faille que je donne ma précision. Moyen, mi-figue, mi-raisin. Eh bien, on va prendre la réaction de Zambo Anguissa. On revient à vous, monsieur le consultant. On regarde et on écoute Zambo. Eh bien, retour à un plateau. Merci de regarder ces foot. Vous avez fait bien de choisir notre canal pour vous informer et ne rien louper de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passe uniquement sur ces foot. Merci donc d'y rester. Alors, mon très cher Baudelaire, après la réaction de Jérôme Onguené, Zambo Anguissa, on a envie de dire que au bout, il y a cette reconnaissance de 3 points qui n'enlèvent rien sur le jeu qu'ils ont produit. Ils ont mouillé le maillot. Oui, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et en dépit de ce que je disais tout à l'heure, avant peut-être qu'on ne prenne Zambo Anguissa, sur notamment son rendu sur le terrain, qui n'a pas été très bon, parce que le 16 novembre 2021, on avait quitté Zambo sur une prestation XXL face à la Côte d'Ivoire du côté du stade Olembe, du côté du stade Chapoma de Douala. Il s'était montré à son avantage durant cette rencontre. Il avait carrément à lui seul porté l'équipe vers la victoire. Mais là, une fois de plus, sur cette première sortie, il n'a pas été très bon. Il s'est un tout petit peu son péché mignon en sélection, parce que Zambo Anguissa aujourd'hui en sélection, c'est pas un joueur qui va s'inscrire dans la durée. Il va vous sortir des matchs où il sera très bon, et par la suite, il va vous donner des copies qui ne sont pas du tout à la portée de son talent, alors que en club, là, à chaque journée de Serie A, il est impeccable avec Naples. On ne sait pas trop ce qui se passe, parce que à chaque journée de Serie A, à chaque match qui passe en Serie A avec Naples, Zambo, c'est toujours une copie rendu propre, c'est-à-dire on a l'impression d'être devant, je sais pas, Iniesta ou un Xavi qui à chaque fois vous livre des copies propres, mais à chaque fois qu'il arrive en sélection, il vous livre une prestation de haut rôle. Le match qui suit, les performances sont en dents de scie avec Zambo en sélection. Donc je pense que si aujourd'hui il réussit à corriger ce côté-là, c'est-à-dire à garder une certaine constance dans ses prestations, notamment en sélection, il sera clairement l'un des joueurs les mieux en vue de cette formation. Donc aujourd'hui, clairement, sur le contenu, c'était pas ça. Et je pense que le renouveau de la sélection du Cameroun durant les prochaines sorties passera par un très bon Franck Zambo Anguissa, peut-être aussi titalisé par l'absence d'un joueur comme Martin Onla, parce que sur les dernières sorties du Cameroun, on sait bien ce que l'association Zambo Anguissa Martin Onla donnait. C'est dans l'association, on a l'impression qu'on commence à trouver une certaine complémentarité entre Martin Onla et Samuel Umguet et Franck Zambo Anguissa aujourd'hui. Mais quand un élément est bougé dans ce milieu de terrain, on a l'impression que c'est tout le système qui est défaillant. Donc je pense que peut-être cette prestation, cette petite baisse de forme de Franck Zambo Anguissa est également due au fait que Martin Onla n'ait pas été sur la feuille de match et il n'ait pas du tout été titularisé durant cette sortie. On va équilibrer le fait qu'on donne la parole à ces joueurs en prenant un autre, c'est celui du Canal West de Burkina Faso, il s'appelle Bansé. Il s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial. Regardons et écoutons Bansé et on se retrouve.
Voilà, c'est dur, mais bon, c'est le football. Voilà, d'une part aussi, je suis vraiment fier. Et je pense que le peuple burkinabé est fier de ses enfants. Voilà, ils ont déroulé vraiment le football aujourd'hui, voilà, contre le pays organisateur. Et nous avons vraiment une jeune équipe, voilà, qui est en train de monter aussi en puissance. Voilà, je pense que c'est de croire à ces enfants. Voilà, nous avons encaissé 2 buts, 6 coups de pied arrêtés. Et ce n'est pas la fin du monde, on ne va pas s'arrêter là, on va se préparer pour le match suivant. Et voilà, une réaction de déception, mais dans ces propos, il y a lueur d'espoir. 2 matchs, c'est tout possible en cas de qualif, en cas de victoire, de se qualifier au second tour. Oui, effectivement, surtout que la nouvelle formule A24 laisse une marche beaucoup plus acceptable parce que aujourd'hui vous n'êtes pas forcément obligé d'être parmi les 2 premiers pour vous qualifier. Vous pouvez être parmi les 4 meilleurs 3e et passer au second tour. Donc ça c'est une formule qui cadre parfaitement avec le passage de 16 avec de 4 équipes. Donc je pense que au-delà de ça, moi je vois bien le Burkina finir 2e. Il suffira de bien négocier le prochain match, surtout face au Cap-Vert, parce que je pense qu'en battant le Cap-Vert sur le 2e match du Burkina Faso, ils se mettront carrément dans de très bonnes dispositions pour finir 2e, parce que derrière, il y aura une 3e rencontre face à l'Éthiopie qui ne sera pas... Face à l'Éthiopie, une foudre de guerre, oui. Vous voyez que clairement, si le Burkina négocie bien cette rencontre, il y a de fortes chances que voilà, l'équipe dirigée aujourd'hui par Kamo Malo se retrouve en 8e de finale. Mais par contre, s'il y a derrière une contre-performance, ça sera très compliqué parce que c'est le Cap-Vert qui se mettrait dans de très bonnes dispositions et il faudra impérativement aller s'imposer face à l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie qui n'a pas été si ridicule que ça peut-être, on va revenir en parlant bien sûr de cette 2e rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est que le match ou alors la compétition, le tournant du Burkina Faso dans cette compétition, ça passera par cette rencontre jeudi prochain à 20h. Il faudra impérativement battre le Cap-Vert, question de mieux se repositionner, mais surtout de recoller face à un concurrent direct. Eh bien, il y a quelqu'un à qui cette victoire porte justement un bonheur et on se dit qu'il ouvre bien sa mandature, c'est, devinez, peut-être Gustavo Sankara. Non, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui a justement prononcé quelques mots à l'endroit de congratuler les Lions indomptables qui ont ouvert justement sa mandature par une très belle victoire. Écoutons Samuel Eto'o-Fils et on se retrouve après. À mon nom propre, au nom de mon comité exécutif, au nom des 27 millions de footballeurs, nous vous disons merci. Le premier match n'est jamais facile. Vraiment, il n'est jamais facile. J'étais en train de dire au sélectionneur avant le match que mon cœur était dans mon ventre. Je n'ai jamais eu autant peur. Pas parce que nous ne nous faisons pas confiance, mais parce que le premier match est terriblement compliqué. Mais vous avez réussi. Maintenant, nous avons 6 finales. 6. Mais un match après un autre, après l'autre, après l'autre. Abou a dit quelque chose tout à l'heure quand il rentrait. Capitaine, tu as raison à 2 millions de pourcents, mais ce n'est pas à moi de le dire. Vous allez parler entre vous. Mais sachez que nous, les footballeurs, nous serons toujours à vos côtés, peu importe ce qui arrive. Mais je suis convaincu qu'on ira très très bien. Coach, vraiment merci. C'est ma première victoire en tant que président. Merci donc à notre réalisateur qui se plie en mille pour la bonne tenue de cette émission. Nous allons peut-être pas répondre sur les propos d'Eto'o-Fils, sauf que vous voulez dire une, 2 choses. D'une précision chirurgicale, ne mettez pas. Il est dans son rôle, Samuel Eto'o, celui de motivateur, celui qui donne un souffle nouveau à ce jeune frère. Oui. On l'a d'ailleurs vu lors de ses visites d'avant-match où il était là pour galvaniser ses jeunes frères. Ce sont des émotions qu'il a vécues en tant que joueur. Donc c'est tout à fait normal pour lui de revenir et de motiver ses jeunes frères. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est dans un rôle autre, différent. Il n'est plus sur le terrain, il est dans le bureau, mais ça reste quand même une figure emblématique. Et quand Eto'o est là, quand c'est Eto'o qui vous parle, forcément vous vous sentez revigoré et motivé. Et bien dans notre thème de notre émission de ce jour, l'après-CAN, c'est pour parler justement, il se pose la question, Vincent Aboubakar est-il, ou alors doit-il être considéré comme le maillon fort de notre sélection
national, M. Baudelaire Guény. La question, elle est là, elle est pendante. Je pense, Ludovic, que Vincent aujourd'hui est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Ah oui. C'est quand même l'un des cadres aujourd'hui de cette équipe. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui lui vaut le brassard de capitaine. Oui, il est présenté d'ailleurs pour compléter qu'après c'est la Coupe d'Afrique et peut-être la Coupe du Monde en cas de qualif, il raccrochera les crampons pour sa carrière internationale. Donc vous voyez que Vincent Boubacar le place aujourd'hui comme l'un des maillons forts. Peut-être l'un des maillons forts parce que sur le plan purement professionnel, sur le plan performance, il est là, il répond présent. Parfois, parfois on a l'impression qu'il est effacé, parfois on a l'impression qu'il est timoré, parfois on a l'impression que ce n'est pas le très bon Vincent Boubacar qu'on voudrait avoir, mais il réussit toujours sur certaines actions, sur certains éclairs de génie à vous apporter... je sais pas, à vous arracher un sourire parfois sur certaines rencontres. Et ça a été le cas hier du côté bien sûr du stade Olembe de Yaoundé, où vous avez quelqu'un qui est en pleine confiance. C'est pas toujours évident de prendre un penalty comme ça pour aller chercher l'égalisation, mais le plus difficile surtout c'est d'aller tirer un deuxième penalty. Le premier, il est évident parce que on peut facilement le mettre au fond, mais le deuxième penalty, je vous assure que le gardien vous a déjà étudié, c'est-à-dire que il a déjà une idée de la façon dont vous allez tirer. Donc là, il s'agit d'un duel gardien-tireur qui est plus intense. Donc c'est pas toujours évident. Donc c'est pourquoi je dis le tireur en ce moment-là doit rester suffisamment lucide. Il ne doit pas sortir de son match. Et clairement, on sent que la maturité que Vincent Boubacar aujourd'hui en a. Ça c'est sûr. S'il est aujourd'hui l'un des cadres de ce vestiaire, il est parmi ceux-là qui peuvent porter la nouvelle génération afin de leur montrer le chemin. Et c'est ce qu'il fait. Par contre, dans son jeu, il déploie quand même une attitude toujours égoïste. Entre guillemets égoïste, parce que clairement sur certaines actions de jeu, il a eu 3 ou 4 situations où il aurait facilement pu glisser le ballon pour l'un de ses coéquipiers, mais il a privilégié des solutions individuelles qui ne portaient pas à mon goût leurs fruits. Donc je pense que s'il arrange ça aujourd'hui, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, il est déjà à 2 buts, il pourrait créer la sensation, clairement. Surtout qu'aujourd'hui, en Coupe d'Afrique des Nations, Vincent Boubacar, ce n'est que 3 buts jusqu'ici. Donc vous vous rendez compte que malgré son statut, malgré sa carrure, malgré les nombreux corps par lesquels il est passé, Vincent Boubacar sur la scène continentale, c'est pas toujours ça. Même si vous me direz ses buts, c'est plus dans des périodes décisives. On se souvient de cette finale en Égypte en 2017 avec ce but décisif à la 86e minute face au Pharaon et ce doublé face au Burkina Faso. Mais jusqu'à présent, quand même, quand on vous parle d'un Vincent Boubacar, la carrure qu'il a, le statut qu'il a, vous dire qu'il n'a que 3 buts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est un tout petit peu en deçà du potentiel du joueur. Donc si je pense qu'il devrait revoir ce côté individualiste et privilégier parfois de temps en temps des solutions je vais dire altruistes pour mettre également ses coéquipiers dans de très bonnes conditions. S'il réussit à le faire, je pense qu'il sera le leader que tout le monde aujourd'hui voudrait avoir dans cette équipe. De Vincent Boubacar, on a encore là en image sur notre écran de contrôle. Alors cette très belle image, vous la voyez, des joueurs, vraiment c'est une véritable harmonie, un véritable rassemblement, c'est une victoire de l'unicité qui donne fière allure au Cameroun. Et puis on peut voir la posture de Mominga Maleu, les internautes, je pense qu'ils vont regarder aussi l'image, Mominga Maleu qui est content, il est peut-être à mort de ce qu'il donne comme prestation, mais il est content, c'est une victoire qui a donné du sourire à tout le monde. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette attitude aujourd'hui qu'on observe dans la tanière, Ludovic, c'est à mettre en partie au crédit du technicien portugais Antonio Conceição. C'est-à-dire que depuis sa prise de fonction en 2019, il a réussi à créer des liens plus forts. C'est-à-dire que Hugo Broos a essayé de le faire en 2017 avec un groupe qui vivait bien, c'est-à-dire une famille, mais Hugo Broos était surtout quelqu'un de très quali, quelqu'un de très figé dans ses idées. C'est-à-dire quand il avait son 11 en tête, on ne pouvait pas le lui enlever. C'était ça, Hugo Broos, en 2017. Ouais. Mais par contre, avec... C'est l'un des entraîneurs pour vous racheter qui disait, si je fais le choix de mes joueurs, je meurs avec eux ou je vis avec eux. Donc, voilà. Donc vous voyez que Hugo Broos avait ses idées calées, figées dans sa tête. Par contre, Tony Conceição, à un moment donné, on avait même l'impression qu'il n'avait pas un 11 type. Parce que dans son style
dans son style de management, il voulait que tous les joueurs se sentent concernés par ce qui se passe. Donc, à un moment donné, il variait de 11 en 11. C'est pourquoi aujourd'hui, on a même l'impression qu'on n'a pas un système de jeu fiable. Parce qu'il peut vous sortir un 3-5-2 aujourd'hui. Demain, il vous sort un 4-3-3, un 4-4-2. Donc, ça varie en fonction de l'adversaire. Donc, c'est surtout cette faculté-là pour le technicien portugais avoir réussi à créer un groupe homogène dans lequel on retrouve tout le monde. Et il y a cette complémentarité, il y a cette solidarité dans le jeu, dans la façon dont les joueurs se comportent sur le terrain. On sent clairement qu'il y a que ce groupe, il fait beau vivre dans ce groupe. Donc aujourd'hui, et clairement, ça ne me surprend pas de les voir à un tel niveau. On l'a eu durant bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde où il fallait quand même avoir les tripes. Après la défaite à Ebimbe, 2-1 face à la Côte d'Ivoire, il fallait garder le moral haut pour mener la campagne jusqu'à la 6e journée et ne pas flancher. C'est ce qu'ils ont fait grâce bien sûr à cette unicité dont tu évoquais dans le groupe, à cette solidarité, à cette complémentarité. Et ça, je le dis encore une fois de plus, c'est clairement aujourd'hui à mettre à l'actif du technicien portugais qui jusqu'ici, on ne voyait peut-être pas ses idées de jeu, mais clairement sur ce qu'il fait depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui, on commence quand même à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Oui, les fruits bien sûr du travail qu'il a battu. Et quand vous parlez du fruit du travail abattu par Conceição, la défense Cameroun encaisse très peu depuis qu'il est arrivé. Et quand on parle de cette défense, on a envie de regarder notre écran de contrôle, de constater, là nous avons Michael Ngadjoui, juste à côté, un autre milieu de terrain purement défensif, Koundé Malong. On se pose la question donc, notre défense camerounaise, est-ce qu'elle vous rassure? La défense camerounaise, je pense, mon cher Ludovic, que cette défense-là, elle est aujourd'hui parmi l'une des meilleures du continent africain. En prenant un but, comme on a vu là. Oui, ce qui nous a posé problème durant cette rencontre, c'est pas la défense en elle-même, c'est pas la qualité des joueurs qui ont joué dans cette défense, c'est le système de jeu. C'est-à-dire, c'est une défense à 3. Quand vous prenez ces 3-là, vous les mettez, c'était la première fois que les 3 jouent ensemble à l'axe. Donc c'est compliqué. Il avait testé ce système-là. C'était face au Mozambique, je pense, toujours ici à Douala, au stade Japoma. C'était face au Mozambique. Là, l'adversaire était de moins de calibre. Il avait réussi à marquer 3 buts, mais derrière, il avait encaissé. C'est-à-dire que, vous voyez, cette fois, il avait privilégié la solution Harold Mokoudi, Gadou Gadjoui, Nou Tolo. Ouais. Donc, Harold Mokoudi, Gadou Gadjoui, ce sont des joueurs qui parfois étaient habitués à jouer ensemble. Donc, dans une défense à 3 où tu veux introduire un joueur comme Jérôme Onguéné, mais forcément ça laisse des boulevards. Parce que ce sont des joueurs, pour qu'ils adhèrent à ce système-là, il faudrait que les joueurs se connaissent, il faudrait que les joueurs aient développé un certain nombre d'automatismes entre eux. La Juve, aujourd'hui, est une référence dans ce système parce que pendant plusieurs années, on a eu Bonucci, Chiellini, Barzagli, c'était un trio d'enfer. Parce que les gars, ils ont vécu dans un même club, ils y ont passé un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu tout le temps de se connaissent par cœur. Ils se connaissaient par cœur. Donc, on n'adopte pas un système de jeu parce qu'on veut l'adopter. On l'adopte en fonction des joueurs dont on dispose. Et quand on est sûr que ces joueurs-là vont répondre à notre système de jeu. Donc, je pense que ce n'est pas la valeur des joueurs qui posait véritablement problème dans cette première sortie. C'est le système dans lequel on les a utilisés qui ne leur a pas été favorable. Mais de façon générale et globale, je pense que les éliminateurs de la Coupe du Monde ne me diront pas le contraire. Le Cameroun en a encaissé moins de buts. Si je regarde le match, je pense qu'il y en a eu 2 face à la Côte d'Ivoire du côté de Bimbe. Il y en a eu 1 face, bien sûr, je ne sais pas trop contre qui. Donc c'est à peine 4 buts encaissés. Et la meilleure attaque de ce groupe D des éliminateurs de la Coupe du Monde. Donc vous vous rendez compte qu'on encaisse moins, mais on marque beaucoup. C'est ça qui est plus intéressant. Donc côté défensivement, moi je ne m'inquiète pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, à côté de Gadou qui est comme l'un des éléments inamovibles, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne peut pas bouger, on peut associer un Jérôme Onguéné qui apporte cette complémentarité parce que dans la vitesse d'exécution, dans la rapidité, il est plus prompt. Par contre, Gadou a un style un peu lourd. Sur le 1 contre 1, il peut facilement être mangé, mais derrière, il a la possibilité d'avoir à ses côtés un joueur qui est rapide, qui peut facilement rattraper ses erreurs. Par contre, quand tu l'associes à Mokoudi, tu trouves que c'est 2 poids lourds qu'on met en défense. Et si vous avez des attaquants vifs, vaillants et tout, on se retrouve très rapidement dépassé. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette défense-là, Gadou Onguéné assure plus de confiance qu'une défense entre, bien sûr, Gadou ou encore Harold Mokoudi. Le Cameroun évolue
évolue donc dans la sous-poule A en tant que pays organisateur, on ne le dira jamais assez, une très belle entrée en matière en l'emportant sur le score de 2-1 face à leurs homologues de Burkina Faso et le Cameroun et le Burkina Faso. Jérôme, Baudelaire, ne sont pas que les deux équipes de cette sous-poule A. Il y en a deux autres, l'Éthiopie et le Cap-Vert, qui ont également joué. Et l'Éthiopie est venue à bout par césarienne d'1-0 face. Le Cap-Vert est venu à bout par césarienne d'1-0 face à l'Éthiopie. On va se dire que ce Cap-Vert-là, beaucoup disent que c'est là notre véritable évaluation. Accouchement difficile, comme tu le dis, certainement sur cette rencontre de la part de nos amis capverdiens. Mais maintenant, je vais dire que c'est vrai que sur les dernières rencontres entre le Cameroun et le Cap-Vert, les résultats penchent plutôt en la faveur des requins bleus. On se souvient de cette élimination sur la route de la Coupe du Monde 2013 en Afrique du Sud, avec bien sûr ce match perdu du côté de Praia, un retour ici à Yaoundé qui n'avait pas été bien négocié par l'amende à Samuel Eto'o à l'époque, amené bien sûr par un certain également Fabrice Olinga. Donc il y a également eu ce feuilleton lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, où on a eu une équipe du Cap-Vert qui a à nouveau réussi à prendre le dessus sur les Lions indomptables du Cameroun. Ça, c'était toujours du côté de Praia sur le score de 3-1. Mais le match aller du côté de Yaoundé, c'était soldé sur un score de 0 but partout. Donc vous voyez que sur les dernières confrontations, le Cap-Vert a toujours été un adversaire un peu difficile à manier pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est pourquoi je remets sur le calendrier dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on les met en dernier. Donc on est sûr que si on gagne nos deux premières rencontres, on est d'office qualifié, on a assuré peut-être de finir premier de ce groupe. Donc face au Cap-Vert, on pourrait jouer avec moins de pression, parce que ce genre de match, quand on les joue avec une pression, il y a de fortes chances que le Cameroun soit en difficulté. Mais quand vous jouez ce genre de rencontre avec moins de pression, l'entraîneur, ça lui offre plusieurs opportunités, notamment pour ce qui est de ses choix. Il pourrait faire tourner l'effectif face au Cap-Vert. Donc aujourd'hui, pour revenir sur l'état de forme et surtout sur cette rencontre disputée entre l'Éthiopie et le Cap-Vert, je dirais peut-être qu'ils ont été, ils ont bénéficié d'un coup de destin, le carton rouge de l'Éthiopien, qui dès la 10e minute de jeu est donc allé faire cette faute sur Julio Tavares et a carrément mis son équipe en difficulté. Ça, c'est vrai. Mais derrière, c'est quand même une équipe qui a eu du répondant, parce que même à 10 contre 11, l'Éthiopie a tenu. Elle a tenu jusqu'au bout, et à un moment donné, il y avait certaines réelles occasions où on aurait pu s'attendre à un retour au score de la part bien sûr des Walia, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, pour revenir sur la valeur intrinsèque des joueurs éthiopiens, moi j'étais agréablement surpris, malgré la défaite Ludovic, malgré la victoire du Cap-Vert. J'ai été agréablement surpris pour cette équipe des Walia, conduite bien sûr par Aouté Abaté, parce que quand on regarde le gros de l'effectif, ce sont des joueurs qui sont majoritairement constitués des joueurs évoluant sur le plan local. Très peu de professionnels, il y en a deux. Et quand on parle même de professionnels, ce sont des joueurs qui jouent en Égypte, sont des joueurs qui jouent sur le continent africain. Donc rares sont ceux, il n'y en a même pas qui jouent en Europe, il n'y en a pas qui jouent en Asie ou alors dans un autre continent. Donc vous voyez que malgré le fait aujourd'hui que nous ayons uniquement des joueurs qui évoluent sur le plan local, il y a quand même un contenu intéressant qui nous est rendu en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et moi je le dis clairement, cette équipe m'a agréablement surpris. C'est une équipe qui a battu la Côte d'Ivoire durant la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté bien sûr de l'Éthiopie. Donc vous vous rendez compte que malgré tout ça, c'est fantastique ce que le groupe propose. Et je pense que la fédération éthiopienne a eu la très ingénieuse idée d'aller chercher un local pour mettre sur le banc de touche. Forcément, connaissant les réalités du football éthiopien, c'était quelque chose de bien pensé, c'était quelque chose de très subtil pour permettre bien sûr aux Walia de bien figurer dans cette compétition. Mais est-ce que la compétition est terminée pour autant? Pour eux, je pense que non. Il y aura déjà ce match décisif face au Cameroun, ça sera jeudi prochain. Il va falloir négocier, peut-être aller chercher un match nul pour jouer sa finale face au Burkina Faso, même si ça sera compliqué face au Cameroun. Mais je pense que peu importe le résultat jeudi prochain, c'est une équipe qui nous aura montré de très belles choses, notamment lors de cette première rencontre face au Cap-Vert. Le point de cette sous-poule A
Le Cameroun est donc première équipe avec 3 points, suivi de l'équipe du Cap-Vert avec 3 points également. La troisième équipe, c'est celle de l'Éthiopie avec 0 points. La quatrième et dernière équipe, c'est celle du Burkina Faso. D'une sous-poule à une autre, c'est dans le nouveau quinjet de pierre. Nous sommes désormais dans la sous-poule B, qui a donc rendu son verdict après les matchs joués. Au chapitre des résultats, la Guinée s'est donc défaite du Malawi 1-0. Le Grand Sénégal, c'était là le point du jour, contre le Zimbabwe. Un match sous pression. Le Sénégal l'a néanmoins emporté 1-0. On ne peut dire que ouf, de soulagement. La marque des grandes équipes, hein, mon cher Ludovic, c'est surtout la marque aussi des grands joueurs avec Sadio Mané qui convertit ce pénalty en toute fin de rencontre. Maintenant, pour revenir sur le match en lui-même, c'est vrai que ce Sénégal m'a laissé sur ma faim parce que quand je regarde le contenu, c'est pas le contenu d'une équipe qui va aller loin dans cette compétition, c'est pas le contenu d'une équipe qui va aller remporter le trophée final, c'est pas l'attitude d'une équipe qui assume aujourd'hui son statut de grandissime. Mais vous n'allez pas les juger en un match. Je ne veux pas les juger en un match, ça c'est vrai. C'est pourquoi je dis, c'est pas le contenu, c'est pourquoi j'appelle à un contenu beaucoup plus alléchant. Beaucoup plus alléchant. Et avant même cette rencontre, moi je vous le dis, c'est une équipe aujourd'hui qui ne propose pas grand-chose, mon cher Ludovic, parce que même durant la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, ça critique. Si vous arrivez aujourd'hui à Dakar, à l'UCC est sur un siège éjectable. Parce qu'on se dit, mais malgré cette panoplie de stars, malgré la constellation de stars dans cette équipe du Sénégal, le fond de jeu qui nous est offert laisse à désirer. Laisse à désirer. Ils ont l'un des meilleurs attaquants du monde, ils ont l'un des meilleurs gardiens du monde, ils ont vraiment une... Ils ont tout. Ils ont Kalidou Koulibaly, même s'il n'a pas joué aujourd'hui. Ils ont Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, milieu de terrain. Ils ont Gagé. Ils ont Cheikh Koyate de Crystal Palace en attaque. Ils ont, comment on l'appelle, Boulaye Dia de Villarreal. Ils ont Sadio Mané. Ils ont tout. Sur tous les compartiments, il y a des solutions de rechange. C'est-à-dire que autant ils ont des joueurs qui peuvent prétendre à des postes de titulaires, autant ils ont un banc de touche suffisamment garni et suffisamment, je veux dire, bien fourni pour pouvoir bien sûr assurer. Mais ce qui ne suit pas aujourd'hui, c'est le contenu qui est proposé. Parce que c'est à ce niveau qu'on attend à l'UCC, sur ce genre de rencontre. En face, c'était le Zimbabwe. Imaginez-vous si c'est le Cameroun, si c'est le Sénégal, si c'est le Maroc, si c'est le Ghana. Imaginez-vous, parce que dans le contenu, c'est pas ça. Et c'est pourquoi je dis c'est à ce niveau. C'est à ce niveau que à l'UCC est attendu. Parce que vous me direz, oui, les résultats jusqu'ici sont bons parce que le Sénégal, c'est grandissime favori pour cette compétition. Sénégal, c'est une place de barragiste pour le mondial. Mais quand on regarde le parcours en éliminatoire, ça n'a pas été trop ça pour le Sénégal. Ça a parfois été laborieux, des victoires étriquées parfois, oui, mais on gagne, mais la manière n'y est pas. Donc c'est à ce niveau parce que le public sénégalais, c'est à ce niveau que ce public attend son équipe. Le public refuse de concevoir qu'on dispose de très très bons éléments, ce n'est le meilleur effectif du continent et qu'on n'arrive pas à livrer un football alléchant, chatoyant, champagne comme on le dit. Donc c'est compliqué du côté de Sénégal. Et ce qu'on a vu aujourd'hui face au Zimbabwe, ben, clairement je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On me dira dans les buts, Mendy n'était pas là. Oui, mais Mendy n'est pas là. Vous me direz en défense, il y a des petits comme Pape Cissé qui étaient là pour assurer, ou alors Ibrahima Mbaye qui faisait leur entrée progressivement dans cet effectif, en l'absence bien sûr de Kalidou Koulibaly. Ben, je vous dirais que malgré cet effectif-là, le gros, on l'avait au milieu de terrain. Cheikh Kouyaté, on l'avait au milieu de terrain. Idrissa Gana Gueye avec le brassard de capitaine. En attaque, on avait Boulaye Dia qui était là, on avait Keita Baldé, on avait Sadio Mané. Ben, on avait tout le monde. Mais on n'a pas pu dérouler face au Zimbabwe. Ça montre qu'il y a quand même clairement quelque chose à revoir. Derrière, c'est vrai que le Zimbabwe n'a pas été aidé par le coup du sort parce que encaisser un but de cette façon, je pense que c'est cruel. Et le football, je pense que ça a toujours de ces rebondissements que parfois tu te dis mais est-ce que c'est injuste? Que c'est injuste pour cette équipe zimbabwéenne courageuse, pour cette équipe zimbabwéenne valeureuse, pour cette équipe-là qui a tout donné pendant un peu plus de 94 minutes, qui a parfois su mettre cette équipe sénégalaise en difficulté sur certaines actions de but avec bien sûr ADB, le défenseur central qui donnait du ton, avec Moussono, avec Doubé ou encore avec
le jeune Fofollet qui était sur le côté droit. Donc, chaque fois, c'était... ils avaient des actions nettes où on aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent la différence, mais la différence de niveau a clairement fait défaut et derrière, ils se sont fait surprendre. C'est ça ce que je disais tout à l'heure à l'entame, la marque des grandes équipes, la marque, bien sûr, des grands joueurs, Sadio Mané. Et c'est fatal. Que c'est fatal pour cette équipe zimbabwéenne. Ah oui, fatal pour l'équipe de Zimbabwe, un peu de regret pour le Sénégal qui bat et se serait offert bien évidemment plusieurs buts dans la partie livrée contre cette équipe du Zimbabwe. Et pour ce match, donc, je le disais, mon très cher Baudelaire, c'est foot est le lieu par excellence. Par excellence, je le prends sur moi. Avec le correspondant. Avec tous les correspondants que nous avons. Exactement. Avec tous les envois spéciaux que nous avons mis pour donner le minute by minute de cette compétition aux millions de Camerounais. On va donc justement vous prouver que c'est le cas. Voici l'occasion, voici la preuve d'ailleurs. Allez, on va tenter de joindre notre ami Alain Denis Ikoul du côté de Bafoussam qui nous dresse effectivement le point de cette rencontre entre le Sénégal et le Zimbabwe. Écoutons et regardons notre envoi spécial. La constellation de stars de l'équipe du Sénégal aura donc attendu les ultimes secondes de la rencontre pour venir à bout d'une très vaillante équipe du Zimbabwe ici au stade de Kwekong à Bafoussam. 1-0. C'est le score qui a donc sanctionné cette rencontre. Une rencontre plutôt pas pauvre en occasion parce que le Sénégal a eu des occasions, a eu des situations mais n'a pas simplement réussi à concrétiser dans un système de jeu en 4-4-2. C'est surprenant comme l'a choisi Aliou Cissé, le sélectionneur de cette équipe du Sénégal. Sadio Mané positionné en pointe avec Boulaye Dia n'ont pas réussi pendant 90 minutes à inquiéter la défense zimbabwéenne qui était plutôt bien en place. Il a fallu attendre donc les ultimes secondes pour voir cette frappe et ce ballon contré de la main par le défenseur zimbabwéen pour voir l'équipe du Sénégal réussir à inscrire ce but par l'entremise de Sadio Mané, son leader technique sur penalty. 1-0 score final. On ne dira pas que le Sénégal a été hyper séduisant, non. C'était un début de compétition assez poussif pour l'équipe du Sénégal avec sa constellation de stars. Mané, Boulaye Dia, c'est vrai qu'Edouard Mendy n'était pas dans les buts, c'est vrai que Kalidou Koulibaly était aussi absent, mais après, le Sénégal n'a pas été simplement étincelant, mais a quand même réussi à assurer l'essentiel en remportant ce point de la victoire avec cette victoire 1-0 et surtout cette rencontre qui permet d'avoir 3 points au compteur et d'entamer la suite de la compétition avec beaucoup de sérénité. Depuis le stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam, je suis Alain Denis Ikoul pour CFoot. Dans son véritable rôle, Alain Denis Ikoul, là on l'a reconnu, il est dans son élément. Oui, effectivement, c'est fantastique quand même de voir la mobilisation de ces foot durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Un jour plus tôt, c'était du côté de Yaoundé. Oui. Il fallait assurer la couverture des matchs de ce côté. Et une fois de plus, les envoyés spéciaux de ce côté ont bien sûr ont su assurer la dragée haute, ont géré comme il se devait. Oui. C'est pas toujours évident d'être sur le terrain comme ça. Il faut courir entre conférences de presse, entre réactions d'après-match. Il faut se déplacer de temps en temps, mais c'est le boulot de journalistes au quotidien, sont des choses qu'on vit quand on est sur le terrain. Et une fois de plus, il a fallu le déplacement bien sûr du côté de Bafoussam pour être bien sûr à la couverture de cette rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso le Sénégal et le Zimbabwe, parce que plus tard également il y a eu la rencontre entre la Guinée et le Malawi. Donc je pense que plus tard ça sera du côté de Garoua où il y aura un choc qui va nous attendre de ce côté entre le Nigeria et l'Égypte. Donc je pense que c'est à mettre à l'actif du top management de ces foot qui ne ménage sur aucun effort pour permettre bien sûr à nos nombreux internautes d'être au parfum de tout ce qui se passe dans les différents sites abritant bien sûr cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce sont des initiatives louables qu'il faut forcément apprécier. Alors on va peut-être sortir par là quand vous regardez les équipes qui constituent cette 33e édition. Baudelaire, je vous pose la question. Je vais vous obliger à lire dans la boule de cristal. Donnez-nous votre quatuor de cette compétition.
C'est difficile, mais je me dois bien de répondre à cette question. Il est aujourd'hui impensable de ne pas voir le Cameroun dans le dernier carré de cette compétition. Pour moi, le Cameroun est aujourd'hui un favori légitime pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que le Cameroun dispute cette compétition à domicile. Il y a le fait aujourd'hui qu'en près de 3 ans à la tête de cette sélection-là, le technicien portugais a réussi à créer un groupe homogène, un groupe qui se connaît, un groupe qui grandit ensemble, dans lequel beaucoup d'automatismes ont été développés. Donc il est clair que le Cameroun, étant donné son palmarès dans cette compétition, étant donné sa renommée, son statut de l'un des pays de foot reconnu à travers le monde aujourd'hui, s'érige clairement en favori dans cette compétition que le pays de Samuel Eto'o ou encore de Roger Milla. Maintenant, revenant sur la performance actuelle de certains pays dans cette compétition, je passerai l'Algérie en deuxième position, parce que l'Algérie, c'est quand même 34 matchs officiels sans défaite. Donc vous comprenez que clairement ils en sont à 2 longueurs du record absolu qui est détenu par l'Italie. Donc vous comprenez que c'est monstrueux, ce que Jamel Belmadi fait de ce côté, c'est monstrueux. L'effectif, tout à l'heure, on louait les mérites d'une formation comme le Sénégal qui est en constellation de stars. Mais la différence, c'est que avec l'Algérie, c'est que on a des constellations de stars, mais qui répondent aussi bien dans le contenu que dans les résultats. Donc ça se suit. C'est pourquoi on dit c'est à ce niveau que la différence se crée. Dans la troisième position, je mettrais logiquement le Sénégal, parce que il faut jamais enterrer les grandes nations du football. Il faut jamais les écarter, le Sénégal, malgré le fait que dans le contenu proposé, ce ne soit pas toujours celui qu'on attend, ce ne soit pas toujours celui que le public de Dakar souhaiterait avoir réellement, mais le Sénégal reste quand même l'un des grandissimes favoris de cette compétition. En quatrième et dernière position, je mettrai le Maroc de Vaïd Halilovic, parce que j'estime que, à l'image de la rencontre que nous avons vécue tout à l'heure, parce que la rencontre également s'est terminée, s'est achevée du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc a pris le dessus sur le Ghana sur le score de 1-0. On a vu que à leur tête, le Maroc a un entraîneur à forte personnalité comme Vaïd Halilovic, qui n'a pas hésité le moins du monde pour cette compétition à écarter des joueurs comme Masraoui, à écarter des joueurs comme Hakim Ziyech, qui jusqu'ici ne veulent pas s'arrimer à la dynamique de groupe qu'il impose. Donc, ayant un entraîneur avec cette personnalité, ayant cette faculté d'aller chercher des jeunes joueurs comme Raimi, qui ont fait un très bon championnat d'Afrique. Tout à fait. C'est meilleur buteur. Meilleur joueur. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a ce savant mélange-là. Il y a Sofiane Boufal qui fait son comeback. Il y a Saïs qui était impeccable ce soir du côté, bien sûr, du stade Omnisport de Yaoundé. Donc, c'était fantastique le contenu qui a été proposé. Et en face, on avait une adversité quand même de taille qui est le Ghana. Pour moi, le Ghana peut-être en 5e position, mais vous m'avez demandé mes 4. Oui, les 4. Vous avez dit Maroc, Algérie, Sénégal, Cameroun. Voilà. On va donc prendre votre mot de fin, Baudelaire. Nous sommes en train de mettre notre émission en gare. Je vous dis merci. Vraiment. C'est moi qui me sens honoré de partager l'émission avec vous. C'est une première qu'on puisse partager un plateau ensemble. Et j'ose croire que des initiatives pareilles seront très rapidement renouvelées. Je suis toujours ravi quand il s'agit bien sûr de prendre le micro devant nos internautes, devant bien sûr les camarades extrêmement nombreux. Ce qu'on vous propose, ce qu'on vous réserve, vous n'en êtes qu'encore au début, parce que le déploiement sera total et sera effectif. Nous allons vous faire vivre en direct bien sûr cette compétition avec bien sûr toutes les réactions d'avant-match, pendant le match et même d'après-match, les couvertures des matchs, ainsi que les insolites autour bien sûr de cette 33e édition de football qui se veut particulièrement belle et sucrée dans le pays de Samuel Eto'o. Suivez-nous sur toutes nos plateformes et puis vous n'allez rien perdre de cette édition, la 33e du genre de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au plaisir, on va se retrouver à très vite pour la prochaine édition et certainement on va parler bien d'autres choses, mais nous allons rester concentrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce extrêmement sucrée. On se quitte donc sous une très belle ambiance dans la sortie de cette émission. Regardez, vous allez aimer parce qu'on va vous revenir. On a conclu l'émission, mais vous allez rester avec cette belle ambiance des Lions indomptables du Cameroun. C'était avant et après le match contre le Burkina Faso. On se retrouve donc à très vite, Inch'Allah, et que le meilleur reste à venir.
Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Mettez vos mains. Bonne chance. Balai encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On recommence. Major Poula. On y va. Allez les gars, allez. Capitaine, allez, bye. Attends, on y va. Vous montez Daniel. C'est bon. Ouais, c'est bon. Let's go, les gars.
nom de mon comité exécutif, au nom des 27 millions de footballeurs, nous vous disons merci. Le premier match n'est jamais facile. Vraiment, il n'est jamais facile. J'étais en train de dire au sélectionneur avant le match que mon cœur était dans mon ventre. Je n'ai jamais eu autant peur. Pas parce que nous ne nous faisons pas confiance, mais parce que le premier match est terriblement compliqué. Mais vous avez réussi. Maintenant, nous avons 6 finales. 6. Mais un match après un autre, après l'autre, après l'autre. Abou a dit quelque chose tout à l'heure quand il rentrait. Capitaine, tu as raison à 2 millions de pourcents, mais ce n'est pas à moi de le dire. Vous allez parler entre vous. Mais sachez que nous, les footballeurs, nous serons toujours à vos côtés, peu importe ce qui arrive. Mais je suis convaincu qu'on ira très très bien. Coach, vraiment merci. C'est ma première victoire en tant que président. Vraiment, merci. Je verrai avec mon comité exécutif parce que je peux sortir jusqu'à un certain niveau. Mais pour sortir ce que vous méritez, je dois voir mon comité exécutif. Après, je reviendrai vers les capitaines pour dire ce que nous pouvons faire pour accompagner l'action du gouvernement. Les gars, reposez-vous bien, coach, vraiment, vous, votre staff, merci encore pour cette première. Merci infiniment.